Julien Touroult, bonjour. Vous êtes directeur adjoint au service du patrimoine naturel au Musée d'histoire naturelle de Paris et vous êtes chargé de l'évaluation et du suivi de Natura 2000. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Natura 2000? Natura 2000, c'est un vaste réseau de conservation de la biodiversité, réseau européen lancé par deux directives, la directive Oiseaux en 1979 et la directive Habitat Faune Flore en 1992. Alors c'est une démarche assez innovante puisqu'auparavant on s'occupait essentiellement de protéger les espèces. C'était en France une loi de 1976 qui protégeait les espèces et on n'avait pas le droit de les détruire ou de les mettre dans un vivarium pour les petites espèces, mais ça ne touchait pas leur milieu de vie. Et un des grands apports de ces directives et de ce réseau Natura 2000, c'est de se préoccuper de là où vivent les espèces, parce que si on veut les préserver, c'est en préservant leur milieu qu'on va les préserver. Et un deuxième aspect, toujours sur ces milieux naturels, c'est que la directive et le réseau Natura 2000 insistent sur les habitats naturels, c'est-à-dire par exemple les tourbières, les pelouses calcaires, certains types de forêts, en disant qu'il faut préserver ces milieux-là, sans forcément regarder quelles sont les espèces qu'il y a dedans. Et donc cette préservation des écosystèmes, c'est un des points fondamentaux si on veut conserver l'ensemble de la biodiversité. Et c'est un des gros apports de ce réseau Natura 2000. Un des autres apports, c'est de considérer la conservation de la nature sous l'angle des activités socio-économiques. C'est-à-dire on arrête de faire des réserves d'Indiens où il est interdit de faire de l'agriculture, interdit de couper les arbres. Avec Natura 2000, on peut continuer un certain nombre d'activités dans la mesure où elles restent compatibles avec la conservation des espèces ou des habitats qui ont justifié ces sites Natura 2000. Pour un propriétaire qui est en site Natura 2000, ça ne change pas forcément grand-chose au quotidien, puisque Natura 2000 reconnaît le fait que ces territoires sont gérés et que cette gestion a permis jusqu'à présent de préserver la biodiversité et qu'il n'y a pas de raison forcément de tout interdire à partir du moment où c'est classé en site Natura 2000. Par contre, ça a une influence sur des procédures lourdes comme des constructions de routes, constructions de lotissements, où là il faut s'assurer par une procédure d'évaluation des risques que ces nouvelles constructions ne vont pas impacter le site. Et si jamais elles risquaient d'impacter les fameux milieux naturels ou espèces qui ont justifié le site, en théorie, il n'y a pas de construction possible. Comment s'est fait le choix des sites Natura 2000, que ce soit à l'échelle française ou européenne? Bien, les sites Natura 2000 sont choisis de manière assez systématique. Il y a dans les directives Oiseaux et Habitat Faune Flore dont je viens de parler des listes d'espèces et de milieux qu'il faut préserver. Et un site Natura 2000 abrite forcément au moins une espèce ou un milieu qui sont cités dans ces directives. Et chaque pays a pour objectif de couvrir l'ensemble des milieux et des espèces qui sont inscrites dans ces directives par des sites Natura 2000. Vous avez dit que Natura 2000 était un programme européen. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les sites Natura 2000 ont été désignés en Europe ou en France? C'est un programme qui a mis beaucoup de temps à se mettre en œuvre. Il était prévu initialement qu'en 1995, tous les sites soient désignés. Ça a pris pas mal de retard, tant en France que dans les autres pays d'Europe. Et finalement, le nouvel objectif est 2010. Donc la France a beaucoup avancé après une phase de blocage à la fin des années 90 pour qu'en 2008, le réseau français soit quasiment jugé complet. Pour sa partie terrestre, il y a des difficultés dans la partie marine qui font qu'il y a un peu plus de délai pour trouver les sites adéquats à la conservation des espèces et des milieux. Quelle est la surface des sites qui sont aujourd'hui considérés et classés en Natura 2000? Je ne vais pas vous donner le chiffre absolu, par contre ça fait quand même une surface conséquente, c'est 12%, un peu plus de 12% du territoire français qui est classé en site Natura 2000 au titre de ces deux directives, directive Oiseaux et directive Habitat, avec parfois un peu de superposition. Cette surface est conséquente. Si on prend juste les réserves naturelles, les parcs nationaux et les arrêtés de protection de biotopes, ça fait à peine 1% du territoire français. Donc on voit que Natura 2000 a quand même une ambition bien plus grande en termes de surface. Alors ces 12% par rapport à la moyenne européenne qui est de 18%, ça nous place dans la moyenne basse. Certains pays ont été jusqu'à 25-30% de leur territoire en zone Natura 2000. Et pour certains pays, c'est beaucoup moins, autour de 7 à 8%. Notamment par exemple l'Angleterre ou le Danemark, tout simplement parce que dans ces pays, ils ne trouveront pas plus de 10% d'espace naturel à cause de l'artificialisation et de la perte de milieux naturels qui a déjà eu lieu dans ces pays. 12% du territoire qui est classé en Natura 2000, on parle de territoire terrestre. Est-ce qu'il y a des approches similaires qui vont être appliquées au domaine océanique?
Oui, tout à fait. Natura 2000 s'applique aussi en mer. Il y a dans les directives fondatrices des habitats ou des milieux marins qui sont ciblés et des espèces ciblées, que ce soit des cétacés, quelques coquillages qui sont dans les annexes de ces directives et qui doivent donc faire l'objet de sites Natura 2000. Alors autant en zone côtière, la France a pu désigner assez facilement ces sites Natura 2000, autant il y a des questions scientifiques assez fondamentales qui se posent sur le grand large. Est-ce qu'il y a des endroits qui concentrent les mammifères marins? Est-ce que les oiseaux marins ont des sites privilégiés en haute mer? Ça fait encore l'objet d'études, de programmes, ce qu'on appelle des programmes de connaissances pour identifier ces zones si elles existent. C'est un problème qui est rencontré, je dirais, par l'ensemble des pays européens pour désigner les zones les plus pertinentes dans cette démarche Natura 2000. Est-ce qu'il y a déjà des zones marines qui sont protégées au titre de Natura 2000 et quel est le calendrier pour les prochaines zones marines? Donc il y a déjà un grand nombre de sites Natura 2000 en mer, hein. Toute la partie côtière, on peut citer les Pertuis charentais par exemple, qui sont une vaste zone. La France, je crois, est dans les 3 premiers pays européens en termes de désignation de sites Natura 2000. Par contre, le calendrier s'échelonne jusqu'à 2012 pour achever ce réseau marin une fois les résultats scientifiques obtenus. Natura 2000 est un concept qui est apparu dans les années 90, à une période où on essayait de réconcilier l'homme avec la nature, de faire cohabiter les deux entités. Depuis quelques années, dans un certain nombre de grands pays où on trouve de grands parcs nationaux, il y a des nouveaux concepts, en tout cas des anciens concepts qui sont remis à la mode, qui sont des concepts de sanctuarisation de la nature. Est-ce qu'il est possible qu'on voit émerger de la même façon en France ou en Europe ce type de concept? Alors tout d'abord, ces deux concepts ne sont pas vraiment contradictoires, hein. L'un peut aller avec l'autre. On envisage mal 12% du territoire mis sous cloche en Europe, par exemple. Donc par contre, il y a des particularités à l'échelle de l'Europe qui sont la nature même des milieux naturels que nous avons. C'est-à-dire tous nos paysages, nos campagnes, nos prairies, nos pelouses, en fait, ne sont pas des milieux primaires. C'est-à-dire qu'avant le développement de l'homme au néolithique, ces milieux, c'était des milieux forestiers. Et c'est l'action de l'homme depuis des millénaires, depuis l'Antiquité notamment, avec toute l'agriculture, qui ont fait que ces paysages sont devenus des paysages ouverts, ces milieux agricoles. Et une grande partie de la biodiversité d'Europe de l'Ouest est liée à ces milieux ouverts, que ce soit les papillons ou les plantes. La majorité est liée à ces habitats. Donc c'est plutôt une anthropo-biodiversité, c'est-à-dire que ce n'est pas une biodiversité totalement naturelle, entre guillemets. Et donc pour toute cette partie-là, on ne peut pas faire des mises sous cloche parce que ce n'est pas des écosystèmes stables, contrairement à des savanes africaines où l'effet des grands herbivores les maintient ouverts. Donc ce qui est possible en Europe, c'est pour les milieux forestiers, en effet, d'avoir des réserves intégrales. Il y en a en France, un nombre non négligeable, mais qui sont souvent de superficie assez réduite. Et c'est vrai qu'il y a en Europe un mouvement pour demander plus de grands espaces laissés en libre évolution, ce qui est assez important pour l'homme dans un contexte où on vit beaucoup en ville, de pouvoir voir de la nature, entre guillemets, à l'état brut. Mais cette seule solution n'est pas suffisante. Vous avez dit que la biodiversité européenne était très liée aux activités humaines. Est-ce que ça veut dire aussi que sur les sites Natura 2000, on encourage le maintien de certaines pratiques humaines? Tout à fait, le maintien de certaines activités est indispensable au fonctionnement des écosystèmes. Et dans le système Natura 2000, il est prévu un diagnostic qui croise à la fois un regard écologue et un regard agricole ou forestier, afin d'aboutir aux mesures pertinentes. On peut citer par exemple le cas du pâturage sur les pelouses calcaires. Une pelouse calcaire qui n'est plus pâturée aujourd'hui, ça devient peu à peu des buissons et au bout d'une vingtaine d'années, on arrive à de la forêt. Et donc là, et dans ce genre de milieu, il est impératif d'encourager du pâturage, évidemment dans des conditions raisonnées, avec pas trop d'animaux et pas trop de fertilisation du sol par exemple. Et comment est-ce qu'on encourage ces activités? Est-ce que c'est des subventions ou quelque chose d'autre? Dans le système Natura 2000, il y a une possibilité de se faire financer des activités qui concourent au maintien de la biodiversité. Ça se passe sous une forme contractuelle, c'est-à-dire que personne n'est obligé de mettre en œuvre ces mesures. Par contre, les agriculteurs ou les forestiers qui se lancent là-dedans peuvent être subventionnés à la fois par l'Europe et par l'État. C'est un système de cofinancement qui couvre les surcoûts engendrés par le maintien de pratiques qui ne sont peut-être pas économiquement les plus viables aujourd'hui.
On l'a dit, les premiers sites protégés au titre de Natura 2000 ont commencé à être désignés dans les années 90, donc il commence à y avoir des sites sur lesquels on a un petit peu de recul. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit des effets positifs qui sont liés à Natura 2000? La question n'est pas du tout évidente parce qu'on est sur des phénomènes qui jouent à long terme. Aujourd'hui encore, on paye les dégradations de l'environnement qui ont lieu dans les années 60-70 avec l'intensification des pratiques agricoles. On observe cependant un léger mieux depuis les années 80. On est plutôt dans une phase où la biodiversité se stabilise à un niveau beaucoup plus bas que ce qu'elle était avant la révolution agricole des années 60. Et donc en fait l'effet des sites Natura 2000 il se fera sentir je pense à une échéance bien plus lointaine que ça. En tout cas les sites Natura 2000 c'est des sortes de réservoirs pour la biodiversité d'aujourd'hui et de demain, des zones où on fait un peu plus attention à la préserver. Et on peut même envisager que ça aide à recoloniser ou à reconquérir le territoire. Natura 2000, ça permet de créer des petits réservoirs de population dans certaines zones, de protéger certaines espèces ou habitats. Est-ce qu'à votre avis, ce sera suffisant pour pouvoir permettre une recolonisation de l'environnement par la biodiversité? Si on se place un peu dans la perspective des différents outils de conservation de la nature, Natura 2000 a marqué un tournant. On s'est occupé des milieux naturels et on a touché des surfaces plus vastes qu'auparavant. Par contre, après l'échéance 2010, qui était pour l'Europe l'objectif d'arrêter la perte de biodiversité, on s'est aperçu que l'objectif n'était pas atteint. Et de plus en plus, tant au niveau européen qu'au niveau national, on se dit que la biodiversité ne sera conservée que par une gestion de l'ensemble de la nature à l'échelle des paysages français. Et donc les concepts qui émergent actuellement sont des concepts qu'on appelle trame verte et bleue, c'est-à-dire de réfléchir non plus par espace protégé ou espace de conservation, mais à l'échelle du paysage, des couloirs qui permettent aux espèces de se déplacer, d'échanger entre aires protégées, voire de reconquérir la nature et les zones agricoles plus ordinaires d'aujourd'hui. On a déjà un calendrier ou est-ce qu'on sait déjà quand est-ce que ce type de projet, de programme seront mis en place? Donc en France, ce projet de trame verte et bleue a été lancé dans le cadre du Grenelle de l'environnement en 2007 et les études régionales devraient s'achever en 2012 avec des schémas. Pour l'instant, ça sera des cartes et tout l'enjeu, ça sera de mettre en place cette gestion en dehors des aires protégées en faveur de la biodiversité dans le paysage français. Julien Touroult, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. De rien, je vous remercie aussi.